Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire du groupe CAM. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit rappel pour ceux qui nous rejoignent. Ce webinaire est le 5e, 4 précédents épisodes sont disponibles dans le chat. Si vous ne les avez pas regardés, n'hésitez pas, ils sont toujours disponibles. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial pour les chefs d'entreprise du BTP. Comment anticiper et maîtriser les coûts liés aux arrêts de travail, aux licenciements et aux fins de carrière, car ces événements représentent des charges souvent sous-estimées, pourtant parfaitement prévisibles et maîtrisables grâce aux bonnes solutions d'assurance. Pour en parler sur le plateau et pour nous accompagner aujourd'hui, nous commençons par Aurélie Baps. Tu es directrice du département droit social chez Cofimé. Bonjour Aurélie. Bonjour. Cofimé en quelques mots. Alors Cofimé, on est un groupe, on a pour activité de l'expertise comptable, du commissariat aux comptes, on fait de la formation et depuis peu on est aussi cabinet d'avocats. Merci, bienvenue sur ce plateau. Merci. Morgane Rondeau, tu es responsable commercial chez CAM BTP. Alors évidemment, pour rappel, CAM BTP est l'assureur expert et leader dans le BTP sur le Grand Est. Bienvenue. C'est bien ça, merci. Et enfin, Clément Rascanière, tu es responsable commercial chez Actevie. Bonjour Clément. Bonjour. Est-ce que tu peux nous présenter Actevie pour ceux qui ne connaissent pas en quelques mots? Bien sûr. Alors Actevie est une société d'assurance du groupe CAM dédiée aux assurances de personnes. Nos domaines d'expertise vont de la protection du patrimoine de nos dirigeants à leur protection sociale et bien évidemment à la couverture des obligations conventionnelles, sujet de notre rencontre de ce jour. Avant de lancer tous les enseignements et tous les partages que vous avez à nous faire aujourd'hui, je vous propose de visionner une première vidéo de Jérôme Fougeron, directeur Grand Est de OPP BTP. C'est parti. L'OPP BTP est l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. Cet organisme a pour vocation de promouvoir la prévention au niveau de la branche du BTP dans le but de réduire les accidents graves et mortels et d'améliorer les conditions de travail. Alors avant de parler des causes principales, effectivement, il faut bien savoir que le BTP est un milieu à risque assez important dans la mesure où nous avons des chantiers qui sont unitaires avec une particularité pour chaque contexte urbain, pour chaque typologie de chantier et puis de facto une coactivité assez importante. Ce qu'on recense en termes de sinistralité sur le territoire français, la première cause d'accident mortel concerne les chutes de hauteur. Nous avons nombre de professions qui travaillent sur échafaudage ou sur toiture et on peut avoir des défauts de protection collective ou de protection individuelle qui amènent à ce qu'un salarié chute d'une hauteur importante. Le deuxième poste de sinistralité concerne le risque routier, avec des métiers qui sont amenés à se déplacer de chantier en chantier et donc fatalement un risque d'accident plus important que dans d'autres secteurs d'activité. Enfin, troisième poste de sinistralité sur ces accidents graves et mortels concerne les écrasements de personnes par du matériel. Les maladies professionnelles dans le BTP sont effectivement importantes parce qu'elles sont génératrices, tout comme les accidents graves, d'incapacités qui peuvent être soit temporaires, voire définitives, avec un risque de désinsertion professionnelle. Au niveau du BTP, la maladie professionnelle la plus recensée, qui n'est pas une surprise, concerne les troubles musculo-squelettiques. On parle plus couramment de TMS, qui concerne à peu près 90% des maladies professionnelles déclarées au niveau de la CNAM. Au niveau de ces maladies liées au TMS, nous allons rencontrer des problématiques au niveau des articulations, épaules, poignets, genoux, et dans un deuxième temps, des maladies qui sont plutôt liées à des douleurs dorsales. La deuxième maladie qu'on rencontre dans le BTP, maladie professionnelle, concerne le risque chimique, en particulier le risque amiante, qui est connu maintenant depuis une vingtaine d'années à peu près, qui génère effectivement des arrêts maladie et malheureusement peut aboutir parfois à quelques décès. On recense encore en 2023 une vingtaine de décès liés à des cancers du poumon dus à l'inhalation de fibres d'amiante. Alors l'enjeu majeur pour nos entreprises et pour les chefs d'entreprise du BTP est d'avoir une vision plutôt à long terme, c'est-à-dire qu'une vision court-termiste sur ce sujet-là ne va pas régler ces problèmes. L'idée, c'est de faire ce qu'on appelle de la prévention primaire.
En effet, les maladies professionnelles ou un accident grave, mais on va plutôt parler des maladies professionnelles, se déclarent la plupart du temps entre 10 et 15 ans d'activité dans l'entreprise. Donc l'idée, c'est d'aider le chef d'entreprise à mettre en œuvre des moyens organisationnels, techniques et humains qui va permettre d'améliorer les conditions de travail de ses salariés et qui va, dans la mesure du possible, pouvoir minimiser le risque de maladie professionnelle, notamment en lien avec les TMS. Donc sachez que l'OPP-BTP est tout à fait apte à aider et accompagner les entreprises qui désirent travailler sur ce type de sujet. Morgane, est-ce que tu veux peut-être rebondir sur les constats de M. Fougeron? Alors oui, effectivement, donc, les constats de Jérôme confirment que les métiers du BTP intègrent certains risques. Il est donc prioritaire et primordial pour les entreprises de les limiter par la prévention afin d'éviter la survenance d'accidents de travail ou de maladies professionnelles. Il subsistera toujours malheureusement des aléas non maîtrisables comme une maladie grave, un accident de la vie privée d'un salarié ou quelque chose d'insurmontable comme un départ en retraite. Donc face à ces événements, seule l'anticipation financière permettra à l'entreprise d'être protégée en termes de trésorerie et de pérennité. Donc, et notre objectif du jour est donc effectivement montrer comment vous prémunir financièrement contre ces risques lorsqu'ils surviennent. Alors, on va commencer par les premiers sujets, qui est l'arrêt maladie. Je m'adresse en premier à Clément. Alors, en quoi finalement l'arrêt maladie constitue-t-il un enjeu majeur, spécifiquement pour les employeurs du BTP ? Alors, en effet, dans le secteur du BTP, l'absentéisme n'est pas seulement un enjeu social ou opérationnel. C'est un risque financier direct. Il passe essentiellement par un mécanisme que l'on connaît tous particulièrement, c'est le maintien de salaire. Et donc, quelles sont précisément, du coup, les obligations de l'employeur ? Alors bien évidemment, lorsqu'un salarié est en arrêt de travail pour maladie simple, maladie professionnelle ou accident du travail, l'employeur doit, sous condition, maintenir tout ou partie du salaire. Il existe deux fondements au maintien. D'un côté, le Code du travail, et d'un autre côté, la convention collective. Le Code du travail, tout d'abord, impose à l'employeur un maintien de salaire si le salarié justifie à minima d'1 an d'ancienneté, a transmis son arrêt de travail, bien évidemment, dans le délai imparti, c'est-à-dire 48 heures à compter de la date de départ de son arrêt de travail, et perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale. Ce maintien est partiel et dégressif, avec une prise en charge à compter du 8e jour d'arrêt, sauf dispositions plus favorables, bien évidemment, et pendant une durée limitée qui varie selon l'ancienneté. Mais ce socle est largement complété dans le BTP par les régimes conventionnels que nous allons voir tout de suite. Alors, comme vous le voyez, nous avons repris donc les 3 statuts des salariés du BTP, donc les ouvriers, les étames et les cadres. Ce qu'il est important de noter dans ce tableau, c'est l'obligation pour l'employeur, dans une très grande majorité du temps, de maintenir à 100% le salaire. Hormis, bien évidemment, le cas de figure des ouvriers au-delà de 45 jours, où là, on a un maintien de salaire à hauteur de 75%. Comme vous le noterez, les maintiens de salaire pour les étames et les cadres, eux, sont à 100% du premier jour au 90e jour, qui correspondent bien évidemment aux salaires les plus importants des salariés de l'entreprise. D'où l'intérêt de bien provisionner, de prévoir le coût supplémentaire que cela va engendrer de maintenir le salaire pour l'employeur. Alors, je m'adresse à Aurélie, mais qu'est-ce qui change aujourd'hui avec la réforme du 1er avril 2025 exactement ? Il y a un décret qui est passé, qui date du mois de février 2025, qui est venu abaisser le plafond de revenus d'activité qui est pris en compte pour le calcul des indemnités journalières. Comment est-ce qu'on calcule une indemnité journalière de la sécurité sociale ? On va prendre la moitié du revenu d'activité du salarié précédant son arrêt de travail. On va le ramener à une valeur journalière et on prend en compte ce revenu d'activité dans la limite d'un plafond. Ce plafond qui était auparavant égal à 1,8 SMIC est passé à 1,4 SMIC. Concrètement, on est passé d'un revenu pris en compte de 3 243 € à un revenu pris en compte de 2 522 €. Parallèlement, l'indemnité journalière, elle est aussi plafonnée. Et pareil, on fait toujours référence à ce même plafond. Donc on est passé sur un plafond d'indemnité journalière de 53,31 € à 41,47 €. Concrètement, la prise en charge par la sécurité sociale du coût de l'absence du salarié baisse et donc le reste à charge de l'employeur augmente. Alors Clément, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple concret par exemple pour qu'on se rende compte de ce que ça peut donner avec un salarié ?
Évidemment, alors prenons le cas de figure de deux salariés différents, un ouvrier et un cadre. Commençons par l'ouvrier, avec un salaire brut de 2200 € mensuel. En cas d'arrêt, sur une durée de 30 jours, prenons un mois, là, le remboursement de la sécurité sociale sera de 1100 €. Donc, le reste à charge est intégralement pris en compte par l'employeur, donc 1100 € également à verser. Bien évidemment, les ouvriers, c'est ce qu'il y a de plus... C'est la catégorie de salariés la plus importante des entreprises, donc vous pouvez multiplier par le nombre d'arrêts que vous avez sur une année, qui représente un coût non négligeable. Après, on va prendre l'exemple d'un cadre, donc avec un salaire brut mensuel de 4000 €. Là, on intègre donc la nouvelle réforme qu'Aurélie vient de nous détailler précédemment, où au final, l'indemnité journalière de la sécurité sociale ne représente plus 50%, mais représentera uniquement 1260 €, avec un reste à charge encore plus important à porter par l'employeur, à hauteur de 2740 €. D'où l'intérêt d'anticiper ces charges à venir, et donc de prévoir la possibilité de s'assurer pour ça. Et encore, là, je ne vous dis, ce n'est que le coût direct. Il faut ensuite remplacer ce salarié pour maintenir le chantier, souvent en intérim, avec une facturation horaire majorée de 20 à 30% selon les cas. En bref, l'entreprise paye deux fois. Une fois pour l'absence du salarié et une fois pour la continuité de l'activité. Alors vous me direz, que peut-on faire pour ça? Il existe une solution que trop peu d'entreprises activent, s'assurer contre ce risque. Les contrats de garantie d'arrêt de travail permettent de couvrir tout ou partie du maintien de salaire du salarié en cas d'arrêt maladie, d'accident de travail. Bien évidemment, ce contrat est conforme à la convention collective du BTP nous concernant, avec une prime qui est fixée à la souscription en fonction de la démographie, avec une gestion automatisée via la DSN que nos employeurs du BTP connaissent particulièrement bien et qui permet de faciliter les démarches administratives. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est temps de changer de regard sur ce sujet. Le maintien de salaire n'est pas une fatalité. C'est un risque assurantiel comme un autre à traiter comme on le ferait pour une flotte automobile, pour une garantie décennale. Il faut intégrer ce poste dans les réflexions de gestion financière, l'objectiver avec des chiffres, le couvrir comme on protège toute activité stratégique de l'entreprise. Dans un contexte où chaque euro compte, ne pas se protéger, c'est s'exposer à des pertes évitables. Et comme vous le savez, dans le BTP, les marges ne pardonnent pas. Merci beaucoup Clément. Alors on a parlé arrêt maladie. À présent, il y a aussi les licenciements. Alors je m'adresse à toi Morgane. Est-ce qu'on mesure vraiment le coût réel d'un licenciement pour un employeur ? Alors pas nécessairement, parce que lorsqu'on pense au licenciement, on a prioritairement en tête le cadre légal général, mais c'est une erreur puisque dans le BTP, nous avons une convention collective qui intègre des obligations plus contraignantes, souvent plus onéreuses pour l'employeur que ce qui est prévu par le Code du travail. Donc on voit à l'écran, donc la convention collective prévoit des indemnités conventionnelles en cas de licenciement d'un salarié en fonction de son statut et de son ancienneté. Dès lors que le salarié a plus de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, et pour simplifier la lecture du tableau, on pourra retenir qu'un ouvrier touchera de 1/10 à 4/20 de mois de salaire par année d'ancienneté, un étam de 2,5 à 3,5 de mois de salaire par année d'ancienneté et un cadre de 3/10 à 6/10 de mois de salaire par année d'ancienneté. 2 points importants, si le licenciement a lieu suite à une aptitude professionnelle, cette indemnité sera doublée. Et si le salarié a plus de 55 ans à ce moment-là, nous majorons encore de 10%, le texte majore de 10% l'indemnité qui sera légalement due. Donc à retenir que plus l'ancienneté est élevée, plus l'indemnité est élevée. Et en gardant à l'esprit qu'il s'agit ici de minima et que si le Code du travail devait être plus favorable aux salariés, c'est bien ça qui s'appliquera. Alors, comment ça se traduit concrètement ? Alors concrètement, on peut prendre 3 exemples sur la base donc, des cas précédemment évoqués par Clément. Donc sur un ouvrier de 50 ans qui aura une ancienneté de 17 ans et un salaire brut de 2200 € mensuel, l'indemnité de licenciement dans ce cadre-là sera de 10 582 €. Et pour dépasser plus de 21 000 € si jamais ce licenciement est consécutif à une inaptitude professionnelle. Second cas sur un étam, qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure. Donc un étam de 43 ans dont l'ancienneté sera de 20 ans dans l'entreprise avec un revenu de 3 000 € brut par mois. L'indemnité sera de 17 500 € et donc de 35 000 en cas d'inaptitude professionnelle. Et enfin, pour un salarié cadre de 49 ans,
12 ans d'ancienneté dans l'entreprise et un salaire mensuel brut de 4 000 euros, l'indemnité sera bien de 16 800 euros classiquement, portée à près de 34 000 euros s'il y a une origine professionnelle au licenciement. On constate ainsi que l'indemnité varie fortement en fonction du salaire et de l'ancienneté, mais principalement du motif professionnel ou non du licenciement. Du coup, Aurélie, est-ce que vous pouvez nous préciser les conséquences pour l'entreprise et particulièrement pour les petites entreprises, hein? On sait que la trésorerie, c'est quelque chose d'important. Alors, il est évident que pour une petite structure, le coût d'un licenciement est parfois très impactante, voire insurmontable au niveau de la gestion de la trésorerie. Lorsqu'on a un salarié qui a beaucoup d'ancienneté, qui en plus malheureusement est déclaré inapte pour un motif professionnel, l'indemnité sera d'une valeur telle que ça pourra générer une perte de trésorerie, un trou dans la trésorerie. On rencontre d'ailleurs certains de nos clients qui sont obligés de souscrire des emprunts pour faire face à cette sortie de trésorerie ponctuelle. On peut imaginer une entreprise de 3 salariés, un ouvrier, 30 ans d'ancienneté, un salaire en fin de carrière d'à peu près 3 000 euros, ce qui n'est pas non plus exceptionnel. L'indemnité de licenciement, s'il y a licenciement pour inaptitude professionnelle, dépassera les 50 000 euros. On peut bien imaginer que sur cette taille de structure, il faut pouvoir le sortir et il faut pouvoir le sortir vite. Et parfois, ça peut mettre en péril la continuité de la société. Alors, pour éviter justement ce genre de situation, anticiper ce genre de situation, Morgane, quelles sont les solutions que vous proposez ? Alors évidemment, on a des solutions d'assurance pour cela, mais ce qu'on tient à rappeler en premier, c'est donc suite à ce que nous dit Aurélie, c'est que le risque est important sur la trésorerie et malheureusement, les entreprises souscrivent bien souvent, après avoir déjà rencontré cette difficulté, avoir déjà dû licencier une personne ayant engendré un choc de trésorerie majeur. Donc, il est parfois trop tard, mais donc pour vous prémunir face à tout cela, donc nous avons une solution d'assurance qui s'appelle l'assurance licenciement, qui vise à prendre tout ou partie de l'indemnité qui sera légalement ou conventionnellement due, avec 3 formules de garantie différentes en fonction des risques que l'on souhaite couvrir et du budget que chacun souhaite y allouer, bien évidemment. Donc nous aurons une première option pour les motifs non économiques qui garantit notamment l'inaptitude. Une deuxième option qui couvrira l'option non économique plus la rupture conventionnelle, ce qui est quand même particulier. Et la dernière option, que nous appelons option toute cause, qui, elle, couvre les deux précédents motifs, plus les motifs économiques comme un redressement judiciaire, malheureusement, ou alors la fermeture de l'entreprise pour un départ en retraite. Donc, quels sont concrètement les intérêts pour une entreprise à souscrire à ce type de contrat ? L'intérêt pour l'entreprise, il est de cotiser à un niveau régulier et prévisible, c'est-à-dire d'avoir une charge régulière sur sa trésorerie et donc éviter le choc de trésorerie pouvant mettre en difficulté la pérennité de son entreprise. L'autre intérêt étant que s'agissant d'une prime d'assurance, c'est une charge qui vient en déduction du résultat fiscal du bilan de l'entreprise, du résultat de l'entreprise. Et enfin, cela va valoriser l'entreprise en cas de revente, tout comme l'indemnité de fin de carrière. Donc Clément y revient juste après. Merci beaucoup Morgane. Alors on a parlé arrêt maladie, on a parlé licenciement, on n'oublie pas non plus le départ à la retraite. Clément, pareil, quelles sont les obligations pour les entreprises en ce qui concerne les départs à la retraite ? Alors, à juste titre, on a parlé bien évidemment des coûts liés aux arrêts de travail, liés au licenciement, mais comme tu le dis, Katia, il y a un autre poste souvent invisible, mais pourtant redoutablement coûteux, ce qu'on appelle les indemnités de fin de carrière, ou IFC. Et dans notre secteur, encadré par une convention collective exigence, ce n'est pas un détail pour l'entrepreneur, pour l'entreprise. Commençons par un fait simple. Dans le BTP, lorsqu'un salarié part à la retraite, l'entreprise a pour obligation de lui verser une prime de fin de carrière. C'est la loi, mais la convention collective du bâtiment est souvent plus favorable que le cadre légal, surtout en fonction de l'ancienneté. Et donc, on va pouvoir visualiser ça au travers du tableau qui est projeté à l'instant. Alors, vous noterez qu'il n'y a pas la catégorie des ouvriers comparée à tout à l'heure, pour une raison toute simple, c'est que les ouvriers relevant de la convention collective nationale du BTP sont couverts obligatoirement par ProBTP. C'est réglementaire. Du moment qu'un ouvrier est embauché dans une entreprise relevant du BTP, il est forcément affilié à ProBTP. Dans le cadre des états et des cadres, dans ce cas de figure-là, c'est l'entreprise qui a la pleine charge de régler l'indemnité de fin de carrière. Comme vous pouvez le voir, pour un état et pour un cadre,
Le calcul est dans le tableau, mais ce qui est important de noter, c'est que bien évidemment, vous avez un plafond qui correspond pour un État à 5 mois brut de salaire, et pour un cadre, de 8 mois de salaire. Bien évidemment, si on reprend l'exemple précédemment, un cadre qui a 4 000 € de salaire brut mensuel, si jamais il a une ancienneté de 40 ans d'entreprise, on peut vite arriver à des montants qui sont importants et non provisionnés, bien évidemment. Ça peut poser un véritable sujet de trésorerie pour l'entreprise. Alors, il y a une notion de passif social à prendre en compte. Aurélie, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le sujet ? Le passif social, c'est l'ensemble des engagements pris par la société à l'égard des salariés. Ça regroupe en plusieurs thématiques, les indemnités de licenciement, les indemnités de fin de carrière, les indemnités de rupture. Ça peut aussi intégrer des notions comme CET ou comme une médaille du travail. Le passif social, ça désigne une dette dont le paiement est différé pour une durée plus ou moins longue. Ça sert à quoi ? Comme les chefs d'entreprise le savent très bien, un bilan, c'est une photographie de la situation financière de la société à un instant T. Nécessairement, quand on fait cette photographie, il faut tenir compte des dettes futures dont on sait qu'elles vont arriver. Assez simplement, on le sait dans nos vies privées, quand on a nos sous qui arrivent en fin de mois ou au début de mois sur nos comptes bancaires, ça ne retranscrit pas du tout notre situation financière, puisqu'on sait très bien qu'il y a un certain nombre de dettes qui vont arriver et qui vont venir défalquer notre situation. C'est la même chose sur un bilan. La photographie, pour qu'elle soit correcte, il faut tenir compte des dettes à venir. Les indemnités en fin de carrière, ça fait partie d'un de ces postes sur lesquels les entreprises sont particulièrement vigilantes, notamment lorsqu'elles établissent leur bilan. Alors, Clément, peut-être un exemple concret, justement, pour imager... Bien sûr, alors quand on voit le tableau qui est représenté ici, alors cas de figure d'une entreprise, je exclus volontairement les ouvriers, bien évidemment, une entreprise de 7 salariés, donc un cadre et 6 étames. La dernière ligne, tout en bas, correspond au passif social de l'année N, comme l'a expliqué précédemment Aurélie. La ligne juste au-dessus correspond au passif social, en fait, de chacun des salariés de l'entreprise. Et quelque chose qui est assez important à voir, c'est que la ligne indemnité réelle future. Là, vous pouvez vous rendre compte concrètement de l'impact vraiment financier que peut avoir une indemnité à venir pour une entreprise du BTP. Prenons le cadre du cadre qui aujourd'hui a 35 ans, qui a déjà 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise. S'il vient finir sa carrière dans la même entreprise, on va au-devant d'une indemnité de 82 920 €. Ce qui est quand même loin d'être une petite somme pour une entreprise du BTP. Donc d'où l'intérêt de vraiment prendre en compte ces charges à venir, de les lisser dans le temps, au travers de produits dont je vais vous expliquer les tenants et aboutissants juste après. Mais il est vraiment important de savoir chiffrer ces montants-là, parce que bien souvent, les chefs d'entreprise ne se rendent pas compte à l'instant T du coût à venir dans les années à venir. Nous, notre travail, c'est vraiment de faire de la prévention, de leur expliquer, de prendre le temps de leur expliquer le fonctionnement d'un passif social et l'intérêt qu'ils ont de le provisionner. Alors justement, comment les entreprises elles peuvent anticiper ces coûts ? Alors deux possibilités. L'entreprise a la possibilité elle-même de provisionner ses futures indemnités de fin de carrière. Mais ça demande une gestion importante de ses finances, une visibilité sur un horizon qui est quand même moyen, voire très long terme, et bien évidemment sans aucun attrait fiscal. Ou alors elle a la possibilité de passer via un assureur, où nous pouvons proposer donc un produit qui permet de couvrir les indemnités de fin de carrière de manière assez schématique. Comment cela fonctionne ? C'est un contrat qui fonctionne par capitalisation. Schématiquement, c'est de l'épargne. Nous, assureurs, allons voir nos sociétaires chaque année pour redéfinir le montant du passif social qui, à isopérimètre de la démographie, augmente chaque année. Et il a la possibilité de verser ou non sur le contrat, dans la limite du montant du passif social, mais il n'y a pas d'obligation de verser sur le contrat. Pourquoi ? Parce que c'est souvent également une variable d'ajustement comptable, comme le disait tout à l'heure Morgane. Il est important de noter que c'est assimilable à une charge fiscalement parlant, et donc de ce fait, ça vient faire baisser le résultat de l'entreprise et mécaniquement jouer sur l'impôt sur les sociétés. Donc vraiment, on travaille en lien et avec nos sociétaires et avec les experts comptables de nos sociétaires. Pourquoi ? Parce que souvent, ils sont accompagnés d'un expert qui a toute son utilité dans ce cas de figure-là. Après, bien évidemment, il y a plusieurs avantages à couvrir, vous le pensez bien. L'entreprise anticipe les coûts, préserve sa trésorerie, ça évite un choc
unique à la sortie et ça permet également de valoriser l'entreprise. Dans le cadre d'une cession future, au même titre que le licenciement, pourquoi ? Parce que demain, si vous souhaitez céder votre entreprise du BTP, le repreneur, une des premières choses qu'il va regarder, c'est est-ce que le passif social est couvert ou non. Pour une raison toute simple, c'est que lui va se dire, à terme, j'aurai forcément une sortie de trésorerie qui va venir. Et donc, de ce fait, le fait de l'anticiper, de la lisser dans le temps, ça sera un argument en plus pour le cédant de ne pas toucher éventuellement le prix de vente de son entreprise. Alors après, en résumé, ce qu'on pourrait dire, c'est que les indemnités de fin de carrière ne doivent plus être une surprise pour une entreprise du BTP. Ce sont des obligations prévisibles, connues à l'avance, et donc de ce fait pilotables. Et dans un secteur où les marges sont faibles, ne pas anticiper ce passif social, c'est fragiliser la stabilité financière de l'entreprise sur le long terme. Parce que oui, dans le BTP, l'expérience coûte cher, mais l'imprévoyance coûte bien plus cher encore. Merci beaucoup Clément, d'ailleurs merci à tous les trois, c'est beaucoup d'informations, donc on a parlé arrêt maladie, licenciement, départ à la retraite. Clément, quel est le message que vous avez envie de faire passer, parce qu'il y a eu beaucoup d'informations, mais finalement c'est aussi un rappel peut-être, puisqu'on l'oublie parfois. Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour clôturer ce webinaire ? Alors, ce qui est important de se dire, je pense, c'est que dans le BTP, les menaces qui pèsent sur la trésorerie ne viennent pas toujours des imprévus de chantier ou des différents délais clients. 3 risques sociaux bien connus, comme nous l'avons vu, donc le maintien de salaire, le licenciement et l'indemnité de fin de carrière, sont trop souvent négligés et peuvent faire vaciller même les structures les plus solides. Pris isolément, chacun de ces événements représente un coût parfois lourd, mais gérable. Mais cumulé et non anticipé, il forme un véritable passif caché. Et dans un secteur à faible marge, chaque euro non provisionné devient un risque. Quelques absences, longue durée non assurées, des licenciements non budgétisés ou plusieurs départs à la retraite simultanés, et c'est la rentabilité annuelle qui vacille, voire la pérennité financière d'une entreprise. Ces montants, s'ils ne sont pas provisionnés, mutualisés ou assurés, deviennent des chocs de trésorerie et non de simples charges. Le point commun de ces 3 risques, ils sont prévus, prévisibles et donc pilotables. Ne pas les anticiper, c'est laisser la porte ouverte à une instabilité financière. A l'inverse, s'en saisir comme enjeu stratégique de gestion, via l'analyse, la budgétisation, la prévoyance et l'anticipation, permet non seulement de protéger l'entreprise, mais aussi de sécuriser ses emplois et ses investissements futurs. Très bien, merci. Merci beaucoup Clément, merci à tous les 3 en tout cas pour la richesse de vos explications et de vos rappels. Alors on va se connecter parce que je crois qu'on a des petites questions, on me dit qu'il y a des questions. Alors on a une question de Marc qui nous dit « Le coût de ces assurances est-il élevé ?» Morgane, peut-être que tu veux répondre ? Oui, pas de souci. Alors, le coût de l'assurance est-il élevé ? Alors, tout est relatif, hein, bien évidemment, élevé ou pas. Sur le fonctionnement, en tout cas, de ces garanties, donc il y a 2 choses différentes. Donc, la partie arrêt de travail et licenciement. Donc là, ce qu'on va prendre en compte, ce sont les salaires annuels bruts du personnel et ce qui impactera le taux de cotisation et donc l'âge moyen du personnel, ainsi que les dates d'entrée différentes des salariés dans l'entreprise. Plus les gens étant âgés, plus le personnel étant ancien, plus les indemnités probables étant élevées, plus notre taux de cotisation pourra s'avérer important. Mais ce qui est important de retenir, c'est que ça reste un coût lissé et donc bien moindre et bien moins violent que le choc de trésorerie, qui est peut-être le terme à retenir d'aujourd'hui, le choc de trésorerie. Donc voilà, le fait de le lisser sera beaucoup plus simple pour tout le monde. L'IFC, c'est un petit peu différent, puisqu'on n'a pas une cotisation prédéterminée. Et donc là, c'est bien une épargne, et l'entreprise peut alimenter le fonds selon ses possibilités ou ses volontés. On a une autre question de Pierre qui dit « Est-ce que beaucoup d'entreprises du BTP souscrivent à ce type d'assurance ?» Aurélie, tu veux peut-être répondre ? Alors, au sein de nos cabinets, il y en a, bien sûr.
C'est peut-être pas la majorité, ce qui est d'ailleurs un peu surprenant quand on fait un petit constat de surprise, surtout sur les petites et moyennes entreprises. Alors pour moi, le cas le plus flagrant, c'est sur l'indemnité de licenciement, puisque le coût direct et l'impact en trésorerie pour une petite entreprise est très important. Et dans la pratique, on constate que le médecin du travail, de plus en plus souvent, déclare des salariés en fin de carrière inaptes. Et dans le BTP, malheureusement, c'est souvent lié à une origine professionnelle. Cette vérité est d'autant plus vraie que l'âge de la retraite étant reculé, on va avoir ces cas de plus en plus fréquemment avec des salariés qui, une fois de plus, ont souvent une belle ancienneté, donc un coût direct pour les petites entreprises qui est difficilement supportable. Merci beaucoup pour cet éclairage. Peut-être encore une dernière question. Anne qui dit, en cas de licenciement, faut-il retenir l'ancienneté dans le statut ou dans l'entreprise ? Clément. Merci Anne, parce que c'est une question qui revient souvent quand on va auprès de nos sociétaires. La notion importante à retenir, c'est que c'est l'ancienneté dans l'entreprise qui compte. C'est-à-dire que dans le cadre d'un licenciement à venir pour un salarié, peu importe le statut dans lequel est rentré le salarié dans l'entreprise, s'il est rentré ouvrier, au moment du départ, donc au moment du licenciement effectif, si jamais il est passé étam voire cadre, la convention collective va s'appliquer sur un étam ou un cadre. C'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte l'origine du statut du salarié. Mais je vais même pousser le raisonnement un tout petit peu plus loin par rapport aux indemnités de fin de carrière. Je dis toujours attention, l'indemnité de fin de carrière, c'est également le statut à la sortie qui compte. Je m'explique. Le cas de figure où vous avez un salarié, un ouvrier dans l'entreprise qui est présent depuis 25, 30, 35 ans dans l'entreprise. Il est déjà arrivé que des employeurs, des entreprises du BTP viennent fidéliser l'ouvrier en le passant étam à 1 an, voire 2 ans de la retraite. Le problème qui se pose derrière, c'est qu'au final, l'indemnité de fin de carrière va être calculée en intégralité par rapport à la base d'un étam sur les 35, voire 40 ans d'ancienneté. Comme je l'ai expliqué précédemment, ProBTP règle quand c'est un ouvrier lorsqu'il part de l'entreprise. Dans le cas de figure où vous avez passé un étam, l'entreprise se retrouve à devoir payer une indemnité de fin de carrière sur une durée très longue qui ne pouvait pas être provisionnée en amont parce que c'était un ouvrier. Donc vraiment, la question d'Anne, merci parce qu'elle est intéressante et je tenais à préciser ce point de détail. Très bien, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Merci à tous les trois. On sait que c'est aussi beaucoup de travail, beaucoup de préparation. Vous avez joué le jeu, vous étiez au top. Merci aussi aux supporters de l'ombre, aux techniciens et à toutes les personnes qui permettent ce webinaire possible. On se dit au revoir, mais on se dit surtout à bientôt puisqu'on se retrouve au 2e semestre pour un 6e webinaire. En attendant, prenez soin de vous. Salut. Au revoir. Merci. Au revoir.